Je m'appelle Simon, père de 2 garçons. Je vais vous raconter l'histoire de Raphaël, né très grand prématuré, à 30 semaines. Bienvenue à un nouvel épisode d'Histoire de père. Avoir un bébé qui arrive beaucoup plus tôt que prévu, ça amène son lot d'inquiétudes, de défis et de bouleversements pour des parents. Aujourd'hui, Simon nous confie comment l'arrivée prématurée de son premier garçon a teinté le reste de sa paternité. Comment je suis devenu père? Je suis devenu père un dimanche matin. Il faisait beau. Je suis sorti avec mon chien acheter des croissants pour ma blonde et moi. Mon enfant n'était pas du tout attendu. Si je me souviens bien, la chambre d'enfant n'était pas finie. C'est une étape très importante ça, dans la vie d'un jeune couple et d'un papa, de monter la bassinette puis de donner un coup de peinture. Et puis, ma conjointe a inopinément perdu ses os un beau dimanche matin comme ça. Et on est un peu incrédule parce qu'on n'a jamais fait ça, avoir des enfants. Alors, on saute dans l'auto, on s'en va à l'hôpital. C'était pas une grossesse qui avait eu énormément de suivi. On était encore assez tôt quand même dans la grossesse. On est à 28 semaines de grossesse. Et puis, on est là à attendre sur un lit d'hôpital, moi sur une chaise à côté, un peu dans les salles d'observation. On alite ma blonde et puis on lui lève les jambes, évidemment, puis on attend que le liquide se régénère, si tu veux, sans jamais atteindre les volumes là, qu'on avait avant. Mais bref, on apprend que la grossesse continue. On va simplement stabiliser ma blonde. Et puis de ce beau dimanche matin-là où je me suis levé pour aller acheter des croissants avec le chien, on finit la soirée à l'hôpital et on va y rester pour 9 semaines. Ma conjointe était hospitalisée et là, la grossesse a commencé à être effectivement très surveillée. Et l'idée, c'était de la garder alitée puis de la garder hospitalisée le plus longtemps possible pour donner le maximum de chance au bébé de continuer à se développer. Tu sais, je veux dire, la naissance allait être très prématurée, là. Ça, c'est évident. Mais on essayait de faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible dans l'utérus de sa mère. Et puis, au bout de 2 semaines, le bébé était rendu à 30 semaines. Au milieu de la nuit, il y a des contractions qui se déclenchent. Et puis, ça finit en césarienne d'urgence à 2 heures du matin. Et là, mon fils est né. C'est un enfant qui est tout petit, un peu plus qu'1 kilo. Il est bleu, évidemment, difficulté à respirer. Alors, l'enfant est immédiatement intubé, mis sur un chariot, part aux soins intensifs néonataux. Ta blonde reste sur la table d'opération. Puis, tu atterris aux soins intensifs néonataux. On t'explique ce qui vient d'arriver. Puis, on t'explique ce qu'on va faire. Puis tu es là à contempler ton enfant qui est dans un incubateur, qui est dans son petit incubateur, dans lequel il est resté ensuite 7 semaines. Les soins intensifs néonataux, c'est comme un endroit spécial. J'y repense, puis j'entends encore dans ma tête les petits tit. Puis écoute, ma vie était ponctuée de ça, puis la moindre alerte nous faisait sursauter, que ce soit notre enfant ou le voisin, tu sais. Alors, tu passes toutes tes journées à l'hôpital. Aller voir ton enfant, comment il progresse. Tu peux le prendre sur toi, faire du pot à pot. Éventuellement, on commence à le nourrir avec le lait de la mère, de préférence, si on est capable. Et c'est comme nourrir des bébés chats. Tu as ton petit biberon, puis on compte les millilitres de lait que l'enfant a bu. Puis à la fin, quand tu approches le terme de tes... En fait, on essaie d'amener l'enfant à 37 semaines de gestation, tu sais, ou enfin, pour qu'il soit assez grand, pour qu'il puisse sortir puis rentrer à la maison.
Le bébé finit quasiment dans un... Nous, on riait, ça ressemblait à un chariot d'après-guerre, là, tu sais. C'est un genre de chariot pour pousser une machine à diapositive dans ta salle de classe, là, au secondaire, là, tu sais. Ton bébé, il est là-dedans, puis tu te dis, bon, il n'y a plus de machine, il n'est plus branché. Il est juste emmitouflé dans ses langes, puis il est bientôt prêt à sortir, tu sais. Tu reviens à la maison avec un enfant qui est un très grand prématuré et il y a quand même des défis. Et puis là, sans avoir des séquelles en particulier, c'est des enfants, mettons, nous, dans notre cas, ben, au niveau moteur, c'est un enfant qui a passé beaucoup moins de temps en apesanteur dans le ventre de sa mère à faire ses exercices, à développer son tonus musculaire. Donc, tous les petits jalons là, de la petite enfance, là, comme se tenir la tête, se tenir assis, rouler sur le côté, c'est toutes des choses qui sont plus difficiles à atteindre ou plus longues à atteindre. Puis quand les enfants sont petits puis sont prématurés, ben on marche avec l'âge gestationnel versus l'âge de leur naissance, là, dans le fond. Et puis ces jalons-là, tous les parents un peu, bon, ben, suivent ça. Mais nous, en tout cas, moi, je te dirais que avec ce qu'il a vécu, bon, on s'en fout un peu des jalons, là, je veux dire, là, c'est un petit fighter, puis là, il a réussi à survivre ça. Là, on est rendu à la maison, on va pas s'énerver avec ça, puis on va le prendre à son rythme, comme il vient, t'sais. Les premières années de vie, moi, j'étais sur le pilote automatique. Je l'ai d'aujourd'hui, moi, quand mon enfant est né, puis que là, on a été rushé aux soins intensifs, tout de suite, il y a comme le sentiment du devoir, comme qui a embarqué, puis ça m'a pas lâché. Puis pour moi, c'était un refuge, dans le sens que c'était facile. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu te poses pas de questions, tu fais ce que tu as à faire. Puis je pense que c'est une posture qui me plaisait, dans le sens que je dis, bon, moi, je pense que je suis... Tu sais, il y a des gens qui sont multitasking. Moi, je pense que je suis monotasking. Alors, j'aime ça qu'on me dise, OK, là, tu t'occupes de ça à 100%, good. J'enlève le bruit dans ma tête, les autres considérations, je me concentre là-dessus. Mais ça fait un temps. Moi, je réfère à ça. J'aime pas utiliser le terme postpartum parce que ça ne fait pas référence à ça du tout, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre, disons, de l'après-coup qui, je pense, pour les parents d'enfants prématurés, arrive après, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Ta vitesse grand V, tu te donnes toujours tout. Il y a une espèce de sentiment d'abnégation qui gère ta vie. Bien, après quelques années, tout d'un coup, il y a comme un contre-coup. Et puis là, tout d'un coup, j'ai besoin d'une pause, puis on a besoin de recalibrer les choses. Recalibrer les choses par rapport à ton premier enfant, puis ça, c'est pas juste une question de prématuré. Je pense que plusieurs parents l'ont vécu comme ça. Moi, mon deuxième garçon, mon deuxième enfant, il a été plus facile que le premier. Une naissance heureuse où ça rit dans la salle d'opération, ho, 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 parce que l'obstétricienne lâche un gros soupir tellement elle a de la misère à soulever le bébé. Là. Donc, on n'est pas pantoute dans la même dynamique. Puis je le dis souvent à la blague, mais moi, mon deuxième enfant m'a fait comprendre pourquoi les parents voulaient avoir 3 puis 4 enfants. Je me suis dit, OK, il y en a des faciles. Tu t'en pognes un facile, puis tu te dis, ah, tiens, Johnny Bontemps, là, ça va de l'avant, puis c'est pas difficile à gérer. Ça m'a permis de recalibrer peut-être ce que j'avais trop donné peut-être pour mon premier, ou là où j'avais peut-être surcompensé. Ouais, c'est comme si j'en ai donné, j'ai donné énormément et je donne encore énormément et j'en obtiens un peu moins en retour, un petit peu moins de gratification et donc c'est comme si j'avais un peu moins de patience avec Raphaël. Il mérite autant ma patience que son frère, mais c'est plus difficile pour moi de la lui accorder parce que c'est comme si j'étais encore un peu fatigué de toute cette expérience-là. C'est un garçon qui est dans sa préadolescence, là, qui a 13 ans, là, et je suis encore fatigué de son arrivée au monde. Dans un monde idéal, je me rappellerais tous les jours à quel point mon garçon est courageux, puis il a surmonté des épreuves inimaginables là, pour un petit être là, qui vient au monde. Mais je vous mentirais là, si je disais que tous les matins, je me lève puis je me dis tout n'est que gratitude. Merci la vie. Quand il ne m'écoute pas ou il me fait une crise ou il est insolent, évidemment, j'ai de la difficulté à me rappeler ce petit ange qui a survécu.
Mais c'est sûr qu'au fond de moi, comme je l'ai, cette pensée-là, tu sais. Je sais qu'il a besoin de mon accompagnement. J'ai-tu été un frein à son autonomisation, tu sais, comme à force de trop l'aider, tu sais, je le saurais jamais, là. Tu sais, je le saurais jamais. Puis si j'avais recommencé, je pense pas que je l'aurais fait différemment, là. Tu sais, tu le sens dans tes tripes, tu fais tout ce que tu peux faire pour aider ton garçon, là. Tu fais ce que tu peux, puis ça va probablement être très bien, là. Tu sais, good enough, là, tu sais. L'accompagnement reste exigeant aujourd'hui. Puis après, ça peut demander des suivis. Tu sais, en fait, c'est pas un enfant qui est diagnostiqué, mais on peut quand même faire des suivis. Tu sais. Donc, moi, c'est sûr que j'encourage les gens le plus tôt possible à essayer de faire des suivis, là, que ça soit tu sais, au niveau de toutes ses capacités, ses fonctions exécutives, ces choses-là. Je veux dire, je pense que tu sais, un enfant prématuré mérite un suivi plus serré, médical, là, médicalement parlant, là, tu sais. Mais c'est loin d'être un enfant qui a des grandes difficultés, tu sais. Il a juste un sacré caractère, puis ça, ben, je peux pas vraiment lui en vouloir. C'est mon fils. Peut-être que des fois, j'ai moins de patience parce que je me vois en lui. C'est très cliché, mais bon, il y a des traits enfin, qui viennent pas du voisin, comme on dit. Puis ça m'exaspère un peu, là, peut-être de me voir en mon fils, là, un petit peu baveux, un petit peu défiant l'autorité, etc., etc. Il y a une question d'équité aussi, hein, en termes des efforts puis du temps que tu consentis à tes enfants. Tu espérais que ce soit 50-50 entre deux enfants, tu sais. C'est pas toujours le cas. Je pense que tout père qui vit, tu sais, qui doit accompagner un enfant prématuré ou tu sais, dont la conjointe va bientôt accoucher d'un enfant de façon prématurée, je pense qu'il faut quand même se faire confiance, avoir confiance en ses moyens, pas se laisser submerger par l'ampleur là, de la chose, là. Tu peux pas te projeter dans l'avenir. Hein. Tu peux juste être là maintenant. Il y a des choses que tu peux faire pour soutenir ton enfant, pour soutenir ta blonde. Puis l'idée, je pense, c'est d'y aller tête baissée dans un premier temps, puis donner tout ce que tu as. Ensuite, je pense qu'il faut aussi apprendre à se donner un break à un certain moment. Puis ce break-là, il n'y a pas besoin là, d'être dans 3 ans. Là. Comme ce break-là, il peut être en fin de semaine. Il peut être dans 2 mois. Là. Il peut être l'été qui vient. Là. Dans le sens que c'est jamais fini élever un enfant. Là. Moi et ma blonde, je pense qu'on a baissé la tête, foncé là-dedans comme des fous pendant plusieurs années sans s'arrêter. Peut-être mélangé avec un sentiment de culpabilité, puis on se rattrape, puis on fait tout pour cet enfant-là. Ben, à un certain moment, faire tout, c'est aussi garder sa santé pour le long terme. Tu sais, c'est un marathon que tu cours, là. Fait que c'est pas vrai, tu pourras jamais prendre une pause, boire une gorgée d'eau. Là. Ce serait ça mon conseil, là. Donnez-vous une pause, puis cette pause-là peut venir plus tôt que tard. En fait, je suis extrêmement fier de Raphaël. Je suis extrêmement fier du jeune garçon qui est devenu, puis qui est en train de devenir. Puis malgré toutes les difficultés, puis les difficultés à venir, évidemment. Tu sais, je vois qu'il se développe comment je veux dire? Il est en train de devenir un petit garçon avec des valeurs que je partage. Pour son âge, cet enfant-là, c'est impressionnant. Sa capacité d'écoute, sa capacité de saisir les émotions des gens autour de lui, sa grande curiosité. Alors moi, quand je pense à mon fils Raphaël, je suis extrêmement fier de ce qu'il devient. Puis c'est extrêmement fier de sa façon comme de surmonter les obstacles du quotidien. Puis là, je te parle d'obstacles, là, genre, tu sais, les grands changements de vie, là, changer d'école, là, changer de niveau, passer du primaire au secondaire, changer de gang, tu sais, comme j'aime pas ça pitcher le mot résilience à gauche puis à droite, mais tu sais, comme sa capacité à naviguer à travers ces défis-là, pour moi, ça me donne l'impression que c'est comme s'il y avait une espèce de mémoire un peu là, inconsciente des défis qu'il a vécu quand il est arrivé au monde, ce garçon-là, tu sais.
c'est comme, je dis pas que c'est pas difficile pour lui, mais tu sais, c'est comme s'il en avait vu d'autres. C'est comme s'il se souvenait que ses 7 premières semaines sur Terre, dans un incubateur, il était passé au travers, puis il y a cette force-là en lui, tu sais. Puis c'est ça. Donc, il y a des difficultés, mais il y a des grands moments de bonheur puis de plaisir. Alors, ça justifie les efforts qu'on y met tous les jours. Devenir parent, ça demande déjà une bonne capacité d'adaptation. Le devenir avec un enfant grandement prématuré, ça ajoute non seulement beaucoup d'angoisse et de bouleversements dans les premiers mois, mais ça amène aussi des défis qui peuvent persister plus longtemps. Mais comme on le constate avec l'histoire de Simon, ça permet aussi parfois de développer un lien encore plus spécial avec son enfant. C'était Histoire de père, un balado de Naître et grandir, produit avec la collaboration de la maison de production Grand Public. Recherchiste et confidente, Lélia Métivier. Rédactrice en chef, Julie Fortier. À la narration, moi-même, Louis-Simon Ferland. Découvrez d'autres histoires de pères sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtreetgrandir.com/balado.